Donc, je suis Denise Silbert. Je suis une ancienne de Harvard, de la Business School, et j'habite en France où je déroule ma carrière. Et en particulier, je suis un membre, un alumna très active du Club Harvard de France, qui puise dans un nombre important d'anciens. Les Français sont souvent étonnés de savoir qu'il y a 2000 personnes en France qui ont un diplôme de Harvard. Et de ce fait, nous avons des chats des chats internes. Nous parlons, nous échangeons entre nous, en plus des réunions en personne, de la situation aux États-Unis. Et nous sommes très préoccupés euh, parce que depuis des mois maintenant, depuis son investiture, Trump s'attaque en particulier à Harvard parce que, contrairement à Columbia, Harvard a refusé d'accepter les contraintes proposées par l'administration Trump, qui en fait donne une supervision des cours et de la gestion de l'université de Columbia, ce qui est contraire à l'intérêt de la nation. C'est très important que les universités gardent la main libre sur leurs orientations. Harvard est très symbolique pour les Américains parce que c'est connu comme la marque d'or du monde académique. Et il s'attaque en particulier, en plus des menaces de couper des fonds, et certains fonds ont déjà été coupés, de retirer la possibilité d'avoir des étudiants étrangers. 25% des étudiants en cours, et en cours c'est à peu près 25 000, dont 25% de 5-6 000, euh, sont, viennent d'autres pays, ce qui enrichit complètement la vie intellectuelle et sociale du campus. Euh, En plus, ça provoque des moments de tension, d'anxiété. Les étudiants ne savent pas s'ils vont pouvoir terminer l'année, revenir, poser une candidature pour être dans une future classe. Donc c'est extrêmement grave et l'on pense que ça ne sera pas limité à Harvard. C'est juste, comme on dit, le canari dans la mine de charbon. Alors, ce sujet que nous venons de voir à propos des étudiants étrangers est lié à une fausse théorie propagée par Trump et son équipe, comme quoi Harvard est antisémite parce qu'il y a eu des protestations pro-palestiniens et Trump ajoute à cela que ces protestations ont été dirigées et incitées par des étudiants étrangers. Donc ça donne une force à sa remarque sur le fait qu'il faut éliminer toute immigration. Et il ajoute à cela que maintenant, il y a 12 pays, beaucoup en Afrique, mais pas seulement, dont il faudrait plus admettre des personnes avec des visas. Euh, il y a une campagne en cours absolument horrible où des agents masqués dans la rue vont arrêter quelqu'un dont les papiers ne sont peut-être pas en ordre et le déporter. Et ce ne sont pas forcément des personnes qui ont un lien actuel au pays vers lequel ils vont l'envoyer. Ça peut être des personnes qui vivent depuis leur enfance aux États-Unis. Euh, il y a eu des erreurs, il y a eu de célèbres cas d'hommes envoyés aux prisons en El Salvador. Donc c'est extrêmement préoccupant. Ce sont des signes que l'on voit dans une dictature.
Oui. Donc, nous venons de voir un axe université, antisémitisme, immigration. Et il y a un deuxième axe qu'il faut suivre, qui est la tentative de Trump de modifier complètement la structure de l'État fédéral. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, il y a l'État fédéral qui a ses budgets et ses agences publiques, comme on pourrait avoir en France. Il y a l'INSERM en France est une réplique au NIH, les Instituts nationaux de la santé, par exemple. Ça a été modelé d'après ça. C'est pas par chaque État. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les États. Alors, le gouvernement fédéral a un déficit croissant et Trump avait indiqué qu'il allait diminuer ce déficit par deux choses. D'une part, en coupant les frais non nécessaires et d'autre part, grâce aux tarifs, aux frais douaniers qu'il allait imposer à tous les pays, parce qu'il n'arrête pas de dire que tous les pays qui achètent moins de nous que ce qu'ils nous vendent, nous emprisonnent, nous piègent. Il ne comprend pas qu'il y a des pays qui produisent des choses dont les États-Unis ont absolument besoin et d'autres pour lesquelles c'est moins. Donc, il a invité son ami Musk, qui avait payé environ, qui avait fait une donation d'environ 280 millions de dollars pendant la campagne de Trump. Et il l'a invité à créer un département dont le nom au début était un peu amusant, Doge, parce que Doge est le nom d'un crypto coin, mais en fait c'est Department of Government Efficiency. Et c'était Musk et une équipe de jeunes de moins de 30 ans, selon ce qu'on a entendu, qui sont allés couper dans les effectifs. Par exemple, ils ont coupé complètement USAID qui aide dans les pays en voie de développement, euh, euh, coupé dans beaucoup de choses qui concernent l'écologie. En parallèle, Trump a demandé à supprimer le département de l'éducation. Donc, et puis Musk annonçait tous les jours, ah voilà, j'ai coupé des milliards ici, j'ai coupé des milliards là-bas. Et en fait, c'était faux. Il annonçait des milliards, des 1000 milliards, des trillions. Et en fait, c'était totalement faux. Les chiffres n'arrêtaient pas d'être descendus sous l'œil des journalistes qui observaient. Donc, ça n'a pas marché. Et pour ce qui est des tarifs, des frais douaniers, il y a eu, c'est comme un terrain de tennis avec un va-et-vient, c'est tant, c'est tant, c'est tant, donc ça n'avait aucun sens. Bref, donc, et puis, troisièmement, et c'est là que le conflit entre Musk et Trump augmente. Euh, Trump a lancé quelque chose, il a l'habitude de toujours donner des surnoms, des petits noms, négatifs ou positifs, selon ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et il a appelé son projet de loi Big and Beautiful, grand et beau. Et en fait, euh, Musk a trouvé que ce projet de loi était une abomination parce que ça comprenait des problèmes pour sa société, non seulement Tesla, mais aussi SpaceX. Parce que tout ceci est horriblement compliqué et imbriqué. Euh, donc, euh, alors que Musk dit, ah, il faut arrêter l'aide du gouvernement pour toutes ces entreprises et toutes ces agences, sa boîte Tesla et SpaceX ont bénéficié de largesse du gouvernement et risqué de le voir diminuer. Et d'autre part, la valeur en bourse de Tesla a tellement diminué que les actionnaires principaux ou les conseillers d'administration ont exigé
de Musk de revenir et passer 40 heures par semaine chez Tesla et aussi de trouver un plan de succession. Euh, donc, Trump a détesté que Musk euh, appelle son projet de loi par des noms pas positifs. Et c'est arrivé à un paroxysme hier, de sorte qu'un autre milliardaire est intervenu, Ackman. Il voulait qu'il y ait un appel téléphonique entre les deux, mais euh, moi je pense que Musk ne va pas pouvoir reprendre le statut qu'il avait avant d'homme brillantissime avec tout ceci. En plus, il y a pas mal de remarques sur le fait qu'il est drogué, qu'il utilise des champignons, des produits hallucinatoires. Il a eu des interviews où il ne semblait pas droit dans ses bottes. Et en plus, Trump ne va pas le réadmettre dans son cercle intime. Oui, alors, le, on ne sait pas trop quelle est l'origine exacte des aspects anti-écologiques de Trump parce qu'il y a plusieurs possibilités. Euh, il semble penser qu'il pourrait redonner des jobs aux États-Unis par une réindustrialisation. Sauf que le pourcentage de l'économie, enfin, le pourcentage des jobs euh, dans le monde physique classique dans les usines est très très faible, je sais pas, 6 ou 10%. Euh, mais c'est son objectif et de ce fait, il pense à l'acier, au charbon, au gaz et il pense que ça va augmenter les possibilités pour les industriels de faire beaucoup plus de choses. Euh, et il avait déjà, lors de son premier mandat, retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Ensuite, Biden les avait remis, il les a retirés de nouveau. Il a nommé à la tête de l'Agence de la protection environnementale quelqu'un qui vient du monde pétrole. Il dit tout ceci euh, par rapport à des justifications économiques, mais c'est tout le contraire qui se passe. L'économie du premier trimestre s'est contractée, euh, c'est nouveau, et en fait, ça plus les problèmes écologiques font qu'on commence à dire que les États-Unis sont à peu près à la frontière d'une ex-puissance mondiale. On espère vraiment que les congressistes, enfin les représentants au Congrès, Sénat et députés, vont se réveiller lorsqu'ils réalisent que leurs électeurs ne sont pas tous contents et qui peuvent perdre leur place. Parce que actuellement, Trump a vraiment cadenassé euh, la partie Congrès et ne semble pas écouter la troisième branche, les juges. Il croit avoir rendu la Cour suprême à son merci. On va voir comment tout cela se passe, mais il faut vraiment un revirement. C'est ce que nous souhaitons de tout cœur.